Cinéaste aux appétits multiples et au succès confirmé, sa carrière est une longue liste de films entrés dans le patrimoine cinématographique. Il a fait jouer les plus grands acteurs français dans Tandem, Monsieur Hir, Le mari de la coiffeuse, Les Grands-Ducs, Ridicule, La fille sur le pont, La veuve de Saint-Pierre, L'homme du train, et j'en passe, bien sûr, sans oublier les inusables bronzés. Patrice Lecomte, bonjour. Bonjour. Merci de revenir dans cette émission. Mais je reviendrai aussi souvent que vous le demanderez. Ah, tous les 10 ans. Tous les 10 ans, pour chaque anniversaire des bronzés. Ah Bronzés bah, dont vous parliez. Alors, les inusables bronzés. Vous avez inventé un concept, hein, vous et le Splendide. Le film inusable. C'est-à-dire qu'on l'a inventé, on ne savait pas qu'on l'inventait. Ouais. C'est le temps qui a rendu ces films inusables. Mais si je parle des bronzés, c'est parce que il y a quelques jours, c'était au Grand Rex, on fêtait les 40 ans des bronzés. Les 40 ans, on prend tous un coup de vieux, là. Oui, on prend rarement un coup de jeune. Hein. Ouais. Et donc, il y avait le Rex qui était plein à craquer. Ils ont passé que les bronzés 1 et les bronzés 2 pour fêter les 40 ans. Bref. Et le public était pour moitié en moon boots, bonnet, doudoune et les skis sur l'épaule. Et l'autre moitié, tenez-vous bien, alors qu'on est quand même en janvier, était en paréo, tongs, collier de fleurs, soutif et compagnie. C'est génial. Alors je leur ai demandé, je leur ai dit, mais vous n'avez quand même pas circulé dans le métro comme ça, surtout qu'il fait froid, puis que ce n'est pas une tenue pour le métro. Il dit, non, on avait amené une petite valise, on s'est changé là en vitesse, et il y avait des gens qui, avant la projection, se changeaient pour mettre des paréos, des trucs et des machins. Et quand on est arrivé sur scène pour dire bonsoir et merci, et qu'il y a 2000 personnes, enfin je me suis pris pour les Rolling Stones, à moi tout seul, quoi. 2000 personnes qui sont debout, qui chantent joyeux anniversaire, c'est un truc de dingo, quoi. Ouais. J'ai enfin ressenti ce que pouvait vivre Johnny Hallyday au Stade de France. Ah là là, Johnny Hallyday qui a joué dans L'homme de train et dont on reparlera. Alors c'est vrai que je disais, c'est pas moi qui le dis d'ailleurs, j'ai juste plagié ce qui est écrit dans ce dictionnaire de ma vie par Patrice Lecomte, réalisé avec François Vess et aux éditions Kéro. Et on vous reçoit à l'occasion de la sortie de ce dictionnaire notamment, mais pas que, aussi parce qu'on vous aime beaucoup. Et c'est vrai que vous parlez des bronzés en disant on a inventé le film inusable. Il repasse à la télé, il refait encore des millions de téléspectateurs, il atteint des pics d'audience. Alors qu'au final, quand c'était sorti au départ, ça avait marché, mais enfin, c'était pas non plus... Vous avez tout à fait raison, c'est ça qui est très très curieux avec ce film, c'est que quand il est sorti, il a fait le 1 comme le 2, ils ont fait des bons succès, des bonnes entrées, des bons scores, tout le monde était content, suffisamment content pour qu'on lance le deuxième après qu'on eût fait le premier, mais ça n'avait rien à voir avec la vie de ces films pendant des dizaines d'années. Je crois qu'ils sont passés l'un comme l'autre, parce qu'il y en a un qui est sur la 2 et l'autre qui est sur la 1, je ne sais pas quoi, les accords, enfin bref, donc ils se partagent le marché, et ils ont dû passer autant de fois l'un que l'autre sur ces deux chaînes, mais ils ont dû passer 15 ou 18 fois, je ne sais plus, depuis qu'ils sont sortis, vous vous rendez compte, et à chaque fois avec des scores, mais moi ça m'épate, ça m'étonne, parce que je me dis que les gens connaissent ces films par cœur, qu'on ait du plaisir à voir un film qu'on aime bien une ou deux fois, d'accord, mais là, enfin, c'est un truc, je ne dis pas que c'est surréaliste, en tout cas c'est merveilleux, hein. C'est absolument merveilleux, mais c'est quelque chose qui s'explique difficilement. Et qui est un phénomène, c'est vrai que c'est très très français, c'est une référence extrêmement française, les bronzés, enfin... On connaît forcément, alors vous dites toutes les répliques, j'imagine que la moitié de la salle en ski et la moitié de la salle en paréo au Grand Rex connaissait les répliques par cœur, évidemment. Et chantait avec les acteurs. C'était presque mieux que de connaître les répliques par cœur, c'est qu'on n'a rien entendu du son. Ah oui, d'accord. Parce qu'ils ont fait, mais on ne comprenait rien non plus dans la salle, puisque c'était pas super synchrone, mais ils ont fait les deux films en karaoké. Très bien. Donc les gens avaient les paroles et pouvaient littéralement... Ils n'avaient pas les paroles parce qu'il n'y avait pas les sous, simplement parce qu'ils connaissent par cœur. Non, quand je dis karaoké, c'est façon karaoké. Mais il n'y avait pas le texte qui défilait pour qu'ils le fassent. Ce n'était pas prévu comme ça. Sauf que quand Michel Blanc est sur son télésiège et chante « Quand te reverrai-je, pays merveilleux », il y a 2000 personnes qui chantent avec lui. Et qui n'est pas, comme vous le précisez, Étoile des Neiges. Non, mais parce qu'à un moment, il faut rétablir la vérité, Patrice Lecomte. Il ne chante pas Étoile des Neiges, parce que vous n'aviez pas les droits sur Étoile des Neiges. Donc il a fallu trouver autre chose. Oui, alors juste en deux mots, parce que l'anecdote est poilante quand même, c'est que Michel Blanc chante Étoile des Neiges, au tournage. Il chante Étoile des Neiges. Et après, une fois qu'on est au montage et tout ça, on apprend que Étoile des Neiges, les droits
sont assez onéreux. Et le producteur me dit, c'est un petit peu cher, les droits d'Étoiles des Neiges. Je dis, bah, on va peut-être trouver autre chose. Et avec le compositeur, au lieu de chanter Étoiles des Neiges, Mon cœur amoureux, on a pris les mêmes rimes. Et c'est quand te reverrai-je, pays merveilleux. Donc tout le monde a l'impression qu'on chante, qu'il chante Étoiles des Neiges. Et pour le lifting, enfin, ça fait, on y voit que du feu, quoi. Ah bah si on le savait pas, même en le sachant d'ailleurs, ça change rien. Et dans l'esprit des gens, dans le souvenir des gens, ils chantent Étoiles des Neiges, alors que pas du tout. Dans ce dictionnaire qui est fait de 26 mots, déjà je me suis dit comment on fait pour choisir seulement 26 mots en se disant voilà les 26 mots qui résument a priori ma vie telle que je la vois à un moment donné. 26 c'est pas beaucoup, mais il n'y a que 26 lettres dans l'alphabet. Oui, c'est pénible, il aurait fallu partir sur un autre alphabet. Oui, mais François V, avec qui j'ai fait ce livre et qui a été mon compagnon pour faire des séances de travail autour des mots et tout ça, il arrivait tous les jours, quand on avait des séances de travail, d'écriture, il arrivait avec plusieurs entrées pour chaque lettre. Il me proposait plusieurs possibilités. C'est vrai que pour le Z, il y a un petit peu moins de possibilités que pour d'autres lettres, mais il arrivait, mais on ne préparait pas les choses, parce que moi, je préférais la spontanéité. Et quand il me donnait plusieurs entrées possibles, 5 ou 6 auxquelles il avait pensé et qui pouvaient s'apparenter, enfin, me faire partir sur des anecdotes, des souvenirs, des trucs qui me concernent, alors tout de suite, je disais, ah tiens, on va prendre ça. Voilà. Bon, c'est vrai que A comme acteur, il y avait une espèce d'évidence, B comme bronzé, bien sûr, parce que si on avait dit B comme Bismarck, par exemple, j'aurais été moins bavard. Oui, moins ça. Et Z, c'est zoom, juste pour nos téléspectateurs. Mais ce n'est pas forcément sur cette entrée-là que je voulais particulièrement zoomer pour le coup. Il y a un moment, il y a un étudiant en cinéma qui vient vous voir, mais comme j'imagine souvent, les jeunes sont friands de conseils, de points de vue, et il vous demande le point commun entre tous vos films. Et vous lui dites... Mon pauvre ami, j'en sais trop rien. Et il dit, moi, je sais. Et je trouve ça assez incroyable, la réponse qu'il vous fait. Vous voulez que je la dise ou vous la dites vous-même, Patrice? Il dit, le point d'accroche de tous vos films, ce sont les rencontres. Il s'agit souvent d'une rencontre et dans pas un lieu clos, mais dans un monde à part. Un monde à part. Un monde à part. Et alors, effectivement, quand il m'a dit tous vos films sont des rencontres, c'est-à-dire que les personnages du film... À 85% des films que j'ai faits ne se connaissaient pas avant que le film commence et ils se rencontrent sous nos yeux. Et qu'est-ce que ça donne? C'est ça. Et je dis, bah oui, c'est vrai. Alors j'ai repassé en vue un peu tous les films que j'avais faits. Je dis, il faut que je sois un gamin de 20 ans, un gamin de 20 ans, vous ne mêlez même pas ça, qui soit aussi pertinent, alors que cette question a été souvent posée. Vous faites des films très différents les uns des autres, cher monsieur Lecomte, quel est le point commun de vos films? Et moi, aux journalistes, je répondais, mais j'en sais rien. Et à ce jeune homme, je lui ai dit, j'en sais rien. C'est là où il m'a dit que lui, il avait une petite idée. Et le deuxième aspect, c'était qu'effectivement, la plupart de mes films se passaient dans un monde à part. C'est vrai que le Club Méditerranée, c'est un monde à part. L'île de Saint-Pierre-Miquelon, c'est un monde à part. Ouais. La cour de Louis XVI, c'est un monde à part. La fête foraine... la fête foraine, c'est pour... Félix et Lola. Félix et Lola, bien sûr. Et le musical pour La fille sur le pont, etc. Et je l'ai remercié chaleureusement. Je lui ai dit, il a fallu que je vous reçoive, vous, pour qu'on passe 1 heure ensemble et que vous m'appreniez des choses sur mon travail. J'ai adoré ça. Il y en a quand même beaucoup qui ne sont plus là. Donc c'est pas que gai forcément, mais j'en veux à personne d'avoir. Bien sûr, il faut pouvoir affronter les images vivantes des gens qu'on a aimés et qui ne sont plus là. C'est vrai que L'Homme du train, il y avait 2 personnages principaux et maintenant le train est bien vide. On a vu passer Bernard Giraudot que j'aimais énormément. Enfin bon, c'est toujours un peu triste de voir partir des gens. Quand je regardais l'extrait justement de L'Homme du train avec Jean Rochefort et Johnny Hallyday, qui sont partis coup sur coup, je disais voilà, maintenant cette scène, ils la refont tous les deux, là où ils sont. Là-haut, oui, ça je suis sûr. Là-haut. Vous avez, j'espère comme moi, signé la pétition contre la mort de Jean Rochefort, qui avait été lancée... Oui, j'étais contre. Moi aussi, j'étais contre la mort de Jean Rochefort. Mais je suis contre la mort en général, de toute façon. Oui, moi aussi, en fait. C'est parce que c'est très énervant. Vous savez, on m'a dit ça l'autre jour, ça m'a plu cette phrase... tout le monde veut vivre longtemps, mais personne ne veut vivre vieux. Et donc je suis contre la vieillesse, contre la mort, contre tous ces machins navrants. Au moment des obsèques de Johnny, moi j'ai
vraiment regardé de A à Z ses obsèques. C'était vraiment très émouvant. Je ne l'avais pas rencontré, il n'était pas venu dans l'émission. Mais on vous a beaucoup vu. Il se trouve que vous êtes beaucoup passé à l'antenne parce que vous étiez plutôt placé devant dans la cathédrale. Vous les avez vécues comment, ces obsèques? Moi, je trouvais ça incroyable. Oui, les obsèques de Johnny, c'était... Je me doutais bien que le jour où cet homme-là partirait, ce serait un cataclysme, enfin, qu'il y aurait un raz-de-marée de gens, d'émotions. Évidemment, ça ne pouvait pas être anodin, du tout. Parce que c'était Johnny, voilà tout, et qu'il avait des centaines de milliers de fans. Mais c'était un type vraiment extra. C'était un type très gentil. Ça ne veut rien dire. C'est un adjectif qui est presque galvaudé. Ça, quand on dit de quelqu'un qu'il est gentil, on dit « oh d'accord, il est gentil ». Mais c'est celui qui est le plus revenu le concernant, cela dit. Hein. Oui, mais c'est vrai que ce type était attentif aux autres. C'était pas un crétin. Il avait une humanité assez formidable, vraiment. Et puis c'était un showman inouï, quoi. Inouï. Il y a eu quelque temps... à la télévision, il y avait un hommage à Johnny Hallyday et des tas de chanteurs, Benjamin Biolay, des tas de gens, jeunes chanteurs venaient chanter, avaient chacun choisi un titre de Johnny. Et puis dans l'émission, dans le monde, c'était en direct, enfin en public. Et dans l'émission, juste avant que les chanteurs en question ne chantent, on a tous quelque chose de Tennessee ou ce que vous voudrez, il y avait des extraits de Johnny chantant cette chanson-là. Il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Non, il n'y a pas photo. Bien sûr. C'est-à-dire qu'il y a un type qui était capable, qui avait un grain de voix, une puissance, une évidence de voix. Une présence scénique aussi. Une présence. Quand à la fin de tous ses concerts, moi je l'ai vu plusieurs fois en concert, quand à la fin de tous ses concerts, il choisissait un titre qui n'était pas de son répertoire pour le chanter comme une espèce de bis final. Et ça donnait une allure. Vous les femmes de Julio Iglesias, qui n'est pas ma chanson préférée, chantée par Johnny, c'est formidable. Mais c'est formidable. Les interprètes, quand ils sont aussi intenses, quoi, j'aimais beaucoup ce type-là. Et dans la vie de tous les jours, sur le film, ou même quand on se voyait, c'était un très, très gentil type. Alors c'est vrai qu'effectivement, quand on regarde, il y a des gens qui ont disparu, il y a des gens encore bien vivants, bien heureusement. C'est vrai que vous, votre truc, Patrice, à travers vos films, c'est de prendre ce que vous appelez des Stradivarius, c'est-à-dire des acteurs ou des actrices confirmés, et qui vont, avec lesquels vous allez pouvoir jouer comme on joue d'un violon, évidemment, à qui vous allez pouvoir tout demander et qui vont tout donner. Et c'est d'une manière générale, vous n'avez pas révélé grand monde, c'est pas votre truc, vous de. Non, en effet. Sauf Charles Berling quand même. Attendez, il y a quand même une exception notable. Vous l'avez imposé sur Ridicule et. Vous avez bien fait. Oui, vous avez raison, sauf Charles Berling. Sauf que Charles Berling, quand on a fait Ridicule, c'était déjà un acteur confirmé, même si ce n'était pas un acteur connu. Il avait fait beaucoup de théâtre. Non, les seuls, ce qu'on vient de voir, les seuls acteurs pas confirmés du tout, c'est Monsieur et Madame Guillain, les bons paysans qui amènent leurs cochons à Christian Clavier. Eux, c'était des vrais paysans du côté de Val d'Isère qu'on avait été chercher. Je ne sais même pas par quel miracle ils avaient pu apprendre le texte. Ils sont très bons d'ailleurs, ils sont d'une vérité confondante. Mais bon, ils ne sont pas devenus vedettes pour autant. Mais eux, c'était même pas des amateurs, c'était des... parce que des amateurs, c'est des gens qui débutent et qui ont envie de faire ce métier. Mais eux, non, ils en avaient rien à foutre de faire ce métier. Mais ils étaient très contents d'être là. Le cochon, je ne sais pas non plus s'il était content d'être là. Qu'est-ce qui était marrant à propos de ce cochon, juste, mais je ne veux pas prendre trop de temps, mais Christian en avait la trouille du cochon. Parce que je veux bien croire quand même, oui. On était dans un appartement qu'on avait loué pour la journée, pour le tournage, et on n'avait pas dit au propriétaire de l'appartement, à la copropriété, qu'on allait monter un cochon dans l'appartement. Donc on l'a monté dans une malle de costume. Et juste avant, le vétérinaire lui avait fait une piqûre pour l'endormir. Et il nous avait dit, la piqûre, un petit peu comme Cendrillon, quoi, à minuit, elle se transforme en citrouille. Et la piqûre a de l'effet tel temps, parce que si on met une grosse piqûre, le cochon meurt, parce que c'est fragile, les cochons. Et j'ai ajouté une bêtise. Je ne l'ajouterai pas. Non. Non, c'est pas la peine. On passe. Non. Et donc, le cochon était là, puis de temps en temps, il avait une espèce de soubresaut comme ça, parce que dans le sommeil, c'est comme les chats, ils bougent comme ça dans leur sommeil, ou les hommes aussi, et les femmes. Et quand on l'avait bien ficelé quand même pour pas que ça devienne dangereux, parce qu'un cochon en colère, c'est mauvais, quoi. Et Christian me disait, il bouge, dépêche-toi Patrice, parce qu'il va se réveiller, il va se réveiller. Et à la fin, quand il dit, mais bouffez-le, qui tape dessus et qui prend la fuite, il n'avait qu'une hâte, c'était de se retrouver dehors. Et on a redescendu le cochon
en le remettant dans la malle de costume, il commençait à se réveiller, il donnait une malle en métal, il commençait à donner des coups de sabot dans les parois, puis il y avait 2 machinistes qui portaient ça comme... Aucun animal n'a été maltraité sur ce tournage, Non, ami de la SPA. Cela dit, je pense malgré tout que quand le cochon a dû être... on a dû le trucider, je pense, après à la ferme, parce que quand un cochon a eu un contact avec des humains, les congénères donc ça a été foutu avec eux. On en apprend des choses, Ah, oui. c'est incroyable. Alors on va passer à la toute première séquence de cette émission, parce que vous étiez venu en 2004, je crois, Patrice Lecomte, mais depuis il y a des devoirs à faire dans l'émission. D'accord. Voilà, il y a des devoirs. Donc il fallait venir avec une citation. Vous l'avez fait? Oui. Eh bien alors c'est parti, première séquence de l'émission. Alors, on l'a appelé maître mot parce qu'on s'est dit, bon, souvent, c'est des citations de grands auteurs, de grands maîtres. C'est le cas ou pas? Oui, c'est un poète que j'aime énormément et je ne m'attendais pas à écouter Guillaume Apollinaire récité par Johnny et Jean. Et il se trouve qu'il y a 4 vers d'Apollinaire qui me plaisent énormément. Oui, je vous écoute. Et c'est qu'il était bleu le ciel et grand l'espoir. L'espoir a fui, vaincu vers le ciel noir. Dans le vieux parc solitaire et glacé, 2 spectres ont évoqué le passé. C'est très beau, mais pas gai. C'est d'une grande beauté, mais d'une beauté sombre. Oui, c'est très sombre. Et c'est comme ça que Stefan Zweig avait terminé le voyage dans le passé, qui est une histoire d'amour absolument formidable. Que vous avez adapté. Oui, que j'ai adapté, qui est devenu un film qui s'appelle Une promesse. Voilà. Et ces deux-là qui s'aimaient, qui se sont avoués leur amour et qui ont été séparés pendant 5 ans ou même 6 ans et qui se sont promis de s'appartenir quand ils se retrouveraient, Zweig se rend compte que quand ces deux-là se retrouvent, ils sont comme 2 spectres dans un jardin d'hiver solitaire et glacé. Et que l'amour ne... On peut pas dire dans 5 ans je t'aimerai comme aujourd'hui, c'est pas possible. Si on se sépare, si on continue à être ensemble, oui, sans doute. Enfin, j'espère. Mais si la séparation est quelque chose de terrible, on le sait, même dans les histoires qui ne sont pas des histoires amoureuses, dans les histoires amicales. Si on perd de vue des gens ou des gens qu'on a perdu de vue, quand on les retrouve, on a tant à leur dire. Qu'on ne sait plus quoi leur dire, ni par quel bout les prendre, passez mon expression, et on est pas comme 2 spectres, bien sûr, dans un jardin solitaire et glacé, mais on est comme 2... Il y a une espèce de gêne, c'est très dur de retrouver les gens longtemps après, que ce soit des gens dont on a été épris ou qui sont déjà... et de recoller les morceaux tout de suite, ça se fait pas comme ça. Oui, ça se fait pas comme ça, mais c'est pas grave, il y a le temps. Non, j'ai pas dit que c'était grave, mais c'est... Et Apollinaire rend compte de ça, et Zweig s'en est servi dans son livre. C'est fou parce que si on vous côtoie comme ça de manière d'un peu lointaine, on peut se dire il est très fantaisiste, il y a un côté un peu léger chez Patrice Lecomte qui est très agréable. On voit bien la profondeur, mais vous n'aimez pas forcément la laisser voir. Et finalement, on découvre qu'il y a une partie beaucoup plus sombre, finalement, que vous cachez, que vous terrez, là, et qu'il ne faut pas laisser sortir, surtout. Oui, puis alors j'ai de plus en plus de mal à ne pas laisser sortir parce que je me rends compte que ces zones d'ombre ou cette part d'ombre ou les choses plus sombres, qui peuvent me rendre un peu mélancolique d'ailleurs, c'est comme une espèce de brouillard parfois envahissant et plus... C'est-à-dire que j'ai de plus en plus de mal aujourd'hui à être léger, alors que c'est mon rêve, la légèreté. Je rêve que de ça. La légèreté dont on dit que c'est un défaut épouvantable, moi j'adore les gens qui sont légers, qui ont cette forme de légèreté. Quoi. Mais c'est pas parce qu'on est léger qu'on n'est pas ancré, hein. Bien sûr, mais quand on dit quelqu'un... Par exemple, cette expression connue, c'est une femme légère... Ah oui, ça c'est autre chose. Eh ben oui, mais moi, la légèreté, c'est d'avoir cette forme de fantaisie. La légèreté, c'est ce qui nous parfume la vie, c'est ce qui la rend plus légère. Ouais. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'attache. Non, bien sûr, parce qu'on n'est pas forcément que léger, mais tendre vers ça... vers cette légèreté, moi, je me rends compte, est-ce que c'est les années qui s'accumulent? Je ne sais pas. Le poids des choses, je ne sais pas ce que c'est, mais je sais que ça m'était plus facile il y a un certain temps d'être léger et qu'aujourd'hui, j'ai plus de mal, mais ce n'est pas grave. Alors, quand j'ai ouvert ce livre, la première chose qui vient, c'est un petit... je vais vous le montrer.
C'est un petit, voilà, il y a un petit encadré comme ça, écrit de la main de Patrice. Hein. Bah oui, c'est ce que l'éditeur demande à chaque... Voilà. Et alors, je vais vous le lire, parce que j'avoue qu'il m'a laissé un petit peu par terre. Un dictionnaire ne dit que des choses vraies. Donc ça, c'est de vous. Hein. C'est pour cela que celui-ci, bien que très personnel, ne contient aucun mensonge. Et vous êtes tombé de votre chaise en lisant ça? Je me dis, non, mais surtout, je me suis dit, pourquoi y aurait-il des mensonges? Et alors, je vais plus loin, il a fallu que j'arrive jusqu'à la lettre Q, avec le questionnaire de Proust, pour que je comprenne enfin de quoi il s'agissait. Questionnaire de Proust, donc c'est ce fameux questionnaire avec des questions établies, gna gna. Et à la question, quel est votre principal défaut? Alors déjà, votre collègue, il marque long silence. C'est même ce qui est plus drôle. Alors désolé, il faut que je fasse le tri, nous répond Patrice Lecomte. Mon principal défaut est... Le mensonge. La dissimulation. Oui, mais parce que le mensonge et l'imagination, c'est son cousin germain. C'est-à-dire que j'aime bien inventer des trucs. Déjà dans mon métier, dans ce que j'écris. L'imagination, c'est pas du mensonge? Non, en effet, mais je vous dis, c'est un peu cousin germain. Et c'est vrai que le mensonge, pour arranger les choses sombres de la vie, pour essayer de les détourner, pour les rendre plus jolies. Oui, si possible, les rendre plus jolies et plus légères, mais le mensonge, la dissimulation, c'est souvent une manière comme une autre de protéger les susceptibilité. Oui, un exemple très très simple, vous voyez un comédien au théâtre, vous sortez, c'est un ami, et vous n'avez pas aimé ce qu'il a fait. Ça arrive souvent. Hein. Et le mensonge par dissimulation, pour essayer de protéger, de préserver un peu sa susceptibilité, je ne trouve pas que ce soit un mensonge dégueulasse. C'est une élégance. Oui, enfin, c'est pas toujours très élégant le mensonge, mais c'est vrai que le mensonge, la fabulation, c'est des trucs qui me conviennent parce que ça s'écarte de la vérité. D'accord. Non, mais c'est bien. Au moins. Mais alors, quand je dis au début du manuscrit que ce dictionnaire ne comporte aucun mensonge... C'est vrai? Oui, c'est vrai. Très bien, donc on va le croire. Ou alors on fait semblant de le croire. Non, mais c'est vrai, puisque ce qui est vrai, c'est qu'au questionnaire de Proust, je dis que je suis menteur. Oui, j'ai bien compris. Donc c'est la vérité. Non, mais cela dit, très honnêtement, ça transpire, c'est plein d'anecdotes déjà, oui. dont on se dit c'est tellement farfelu que ça ne peut être que vrai. D'ailleurs, il y a un mot qui revient souvent, et dans votre bouche et à l'écrit, et que je trouve assez formidable, parce que c'est un mot, je pensais qu'il n'existait plus, c'est le mot hirsute. Oui, et vous aimez beaucoup dire ce mot-là, hirsute. Je suis quelqu'un d'hirsute, et on a du mal à me situer. Oui. C'est-à-dire que le hirsute, ça veut dire libre, quoi. C'est-à-dire que y a des gens qui sont... Je ne parle pas de cheveux, vraiment, mais il y a des gens dont on a l'impression que leur vie est bien peignée, avec l'arrêt sur le côté, et qu'il n'y a pas un cheveu qui dépasse. Et moi, je ne dis pas qu'il y a des tonnes de cheveux qui dépassent, mais, parce que je suis intérieurement assez bien peigné avec l'arrêt sur le côté. Mais j'espère, j'essaye tout le temps, je préfère rouler sur le bas-côté que bien là où il faut. Et c'est ce qui a fait finalement qui vous êtes. À un moment, je vous ai entendu dire dans une émission, vous savez, moi je ne suis pas comme Desplechin, par exemple, je n'ai pas la carte. J'ai du mal à comprendre ce que ça voulait dire, cette histoire de j'ai pas la carte. Ça veut dire qu'il y a des réalisateurs, ils sont dans un espèce de Gotha, et quoi qu'ils fassent, on va les regarder ce qu'ils font. Le Comte, c'est pas ça. Non. Le Comte, il a fait des trucs formidables, il a fait des trucs plus douteux, on a l'impression que c'est un petit peu ça. Hein. Oui, c'est que... vous portez les bronzés finalement comme un étendard dans certains endroits et comme une enclume ou je ne sais pas, un boulet dans d'autres milieux, je pense. Oui, mais alors, par rapport aux bronzés, on a souvent, enfin parfois, essayé de me faire dire, bon, les bronzés, c'est fini, vous êtes passé à autre chose, on oublie les bronzés. Je dis, oubliez les bronzés, mais vous êtes fous. Ces films ont été extrêmement importants pour moi. Il y a des films que j'ai faits que je veux bien oublier demain, si vous voulez, mais pas les bronzés. Pas les bronzés, non, en aucun cas. Mais c'est cette carte qui est une carte qui n'existe pas, rassurez-vous, c'est une carte virtuelle. Non, mais ça veut dire, voilà. Ça veut dire, j'ai la carte, ça veut dire qu'effectivement, Desplechin, Assayas, enfin, tout un paquet de cinéastes talentueux d'ailleurs. Une sorte de connotation un peu chicose. Oui, forcément un petit peu intello, reconnu, c'est-à-dire que je n'aime jamais... Mais moi, j'ai toujours échappé à tout. J'en suis ravi. Oui, tant mieux. Tant mieux, parce que vous avez fait de la mise en scène de théâtre, vous écrivez du théâtre en plus. Aujourd'hui, je trouve ça formidable de renaître à chaque fois sur quelque chose de différent, de rebondir, quelle que soit l'expérience, quel que soit l'âge. À un moment, il faut recommencer. Le théâtre, c'est pas le cinéma. Non, en effet. Voilà, c'est très clair. Non, c'est l'écriture de romans, de trucs. Mais de romans, bien sûr.
Des tas de choses me passionnent, quoi. Ce qui me passionne pas, c'est l'idée que je puisse me mettre à ronronner. Alors ça, c'est affreux. Mais je suis sûr, enfin presque sûr, que je pourrais accepter des propositions étranges, inattendues, qui me tomberaient dessus, et je me dirais, tiens, ça, je sais pas faire, donc je vais essayer. D'accord. C'est fou quand même parce qu'il y a une entrée en fait qui est vraiment une très jolie entrée dans ce dictionnaire. Il y a une entrée naissance, ce qui n'est pas anodin chez les Lecomte, parce que comme on le sait, vous l'avez beaucoup dit, mais papa était gynécologue, maman préparait ses dames à accoucher. Je ne sais pas combien d'enfants votre père a mis au monde. Un certain nombre, non notamment les vôtres enfants, oui, sûr, mais pas que. Oui. C'est quand même une réflexion autour de ce que c'est que de faire naître à la vie, de renaître soi-même. Oui, c'est un truc inouï. Les vrais personnages formidables de notre époque, de toutes les époques d'ailleurs, c'est pas les chanteurs, c'est pas les hommes politiques, c'est pas les footballeurs, c'est les médecins, les chirurgiens, les gynécologues, les gens qui nous réparent. C'est-à-dire qu'on pourrait vivre sans football, on ne pourrait pas vivre sans médecin. Je suis en train de chercher dans votre filmographie si vous avez traité ce thème de la médecine. Non. Alors attendez, jamais. Parce que vous me disiez en loge, j'ai fait 30 films. Et j'ai pas fait 30 films aussi. Parce qu'on ne voit pas tout le côté non éclairé des cinéastes, tous les films qui ne se sont pas montés financièrement souvent. Il y a des films qui ont été écrits de A à Z. C'est pas juste une idée de film que j'ai pas... Non, c'est 2 ans de boulot, quoi. Oui, c'est du travail, c'est des mois d'écriture, de casting, producteur, repérage, machin, et puis d'un seul coup, tout s'écroule pour des histoires financières. Et un jour, d'ailleurs, c'était assez marrant parce que moi, je me dis, j'ai fait 30 films, puis il y en a 30 qui ne sont pas faits. Bon, 1 sur 2, c'est pas trop mal quand même. Enfin, je vais pas me mettre à pleurer. Et un jour, un ami qui apprenait qu'un projet, c'est récent, s'était cassé la figure, m'a dit, pour me consoler, c'était gentil de sa part, il m'a dit, c'est peut-être aussi bien que ça ne se fasse pas, plutôt que tu aies fait ce film et qu'il n'ait pas marché. Je dis, bah oui, je ne suis pas d'accord, parce que... Non, parce que même si je l'avais... D'abord, on n'était pas sûr qu'il ne marche pas, mais s'il n'avait pas marché... Malgré tout, il existerait, ce film. Bien sûr, évidemment. Alors que travailler 1 an sur un truc qui ne se fait pas, vous êtes gros gens comme devant, c'est-à-dire que vous n'avez... Ça n'existe pas. Le travail que vous avez fourni n'a abouti à rien. Donc, c'est pas très satisfaisant, mais on s'y fait. Hein. Enfin, oui, on s'y fait. On va rentrer dans la deuxième séquence de cette émission. Je vous ai demandé d'apporter un objet à présenter à nos téléspectateurs qui pourrait éventuellement nous surprendre. On va avoir une histoire qui pourrait nous intéresser. Patrice Lecomte, il s'agit donc de compléments d'objets. Là. Ah ben à un moment, il va falloir le... Faites comme si vous étiez cinéaste, réalisateur, et puis il faut montrer un objet à la caméra. On imagine. Donc je ne vous le montre pas à vous. Ah bah si, je veux le voir quand même. Au bout d'un moment, il faut que je le voie, cet objet. Voilà. Ah bah je sais qui c'est, ça. Il s'agit de Groucho Marx. Il s'agit de Groucho Marx, dont on... Parce que je n'ai pas pu l'amener en vrai, donc... Alors, si vous l'avez emmené en vrai... Alors, on apprend dans le livre, mais on l'apprend pas vraiment, parce que vous l'aviez déjà dit en 2004 dans cette émission. Monsieur Patrice Lecomte a donc la tête de Groucho Marx tatouée sur la fesse gauche. Gauche. Voilà. Mais comme on ne va évidemment pas vérifier, nous avons donc cette petite statuette que vous nous ramenez bien gentiment. Il symbolise quoi, Groucho Marx, pour vous ? Eh bien, justement, il symbolise une forme de légèreté, d'en faire qu'à sa tête. Quand je pense à lui, même dans les moments où la mélancolie peut me gagner, cette petite... j'ai trouvé ça dans une station-service, surtout du Sud. On se demande vraiment, ils vendent n'importe quoi, pas n'importe quoi en l'occurrence, et c'est sur mon bureau, et c'est vrai que la liberté, le côté iconoclaste, mais un peu élégant quand même, de cet homme... Mais désinvolte. Oui, une désinvolture, ça va au-delà des désinvoltures, mais il était... il posait des bâtons de dynamite un peu partout, mais avec l'élégance et le... Ah bon, c'est moi qui fais ça, enfin, l'air de ne pas y toucher. Et puis, surtout, il y avait... c'était quand même un auteur, quoi. Il a écrit des trucs, il y a des fameuses phrases de Groucho Marx qui sont... inoubliable, quoi, et qu'on aimerait avoir le culot de prononcer soi-même. Comme celle que vous citez dans le livre ? Par exemple. Madame, j'ai passé une excellente soirée, mais ce n'était pas celle-là. Oui. Voilà, il a dit au revoir à une maîtresse de maison, c'est quand même balèze, parce que le nombre de soirées qu'on peut passer en s'ennuyant comme des rats. Tiens. Et bonsoir, bon retour. J'ai passé une excellente soirée, mais ce n'était pas celle-ci.
C'est incroyable. Non. Mais lui, il disait ça. Et vous n'avez jamais eu envie de faire un peu plus que de se tatouer sa tête sur la fesse gauche, c'est-à-dire d'aller carrément faire un biopic sur cet homme-là? Ce serait incroyable, un biopic de Patrice Lecomte sur Groucho. Oui, mais je ne suis pas très biopic. Moi, je préfère... Il y a 2 minutes, il nous dit « Ouais, des fois, il y a des projets inattendus qui m'arrivent dessus. Tiens, je ne l'ai jamais fait, je vais le faire. » Et puis là, non, je ne sais pas. Non, mais c'est parce que j'ai vu en tant que spectateur des biopics très réussis, ce qui avait été fait sur Gainsbourg par Johann Svar ou ce qui a été fait sur Piaf. Marion Cotillard, voilà. C'était vraiment des trucs assez formidables. Puis il y a eu quelques autres exemples. Mais sinon, les biopics m'ennuient parce que j'ai l'impression que l'essentiel du travail des cinéastes, c'est de trouver l'acteur qu'on va grimer, mon Dieu, comme il ressemble à un tel ou un tel. Et c'est pas ça ce qu'on a envie de faire. Moi, j'ai pas envie de raconter la vraie vie, j'ai envie de raconter la vie inventée. Eh bien, c'est génial comme idée. C'est-à-dire, non, si la vie inventée de Groucho. Vous faites pas un biopic alors, vous faites votre vision de Groucho Marx. Ah oui, on peut, d'accord. On peut, d'accord. Oui, non, mais il faut y penser, c'est tout. On peut y penser, tout à fait. Alors, dans cette émission... Pardon, Patrice, je vous coupe la parole, c'est d'une impolitesse. Moi qui ai reçu la meilleure éducation, mais je sais, parce qu'il m'en a parlé souvent, qu'un des rêves de Laurent Ruquier, qui est un ami, c'est de monter sur scène un spectacle musical avec les Marx Brothers. Et vous qui rêvez d'avoir un projet musical, vous qui adorez tout ce qui est Bollywood, tout ce qui est dansant, eh bien, il faut y aller. J'ai dit à Laurent, si tu fais ça et que tu ne m'appelles pas, je t'envoie 2 Yougoslaves et t'es mort. Ah faut m'envoyer moi, ça suffira. D'accord. Et donc, il m'a dit, mais de toute façon, je ne peux pas imaginer faire ce spectacle sans toi, Patrice. C'est génial comme idée. Attendons. Ah, très bien. Il a le talent, il a le théâtre, il a le metteur en scène. Qu'est-ce qu'on attend? Un peu l'argent. Oh oui, il a l'argent. Comme toujours. Ah bon, d'accord. Alors, dans cette émission, nous avons un questionnaire inattendu que là, j'ai totalement adapté à vous, Patrice Lecomte. C'est votre questionnaire inattendu. Personne d'autre n'aura le même. Vous allez vite comprendre pourquoi. Prêt? Avec l'aide de Groucho, peut-être, pour répondre. Ah, si vous voulez. Le questionnaire inattendu de Patrice Lecomte. Bon, c'est un peu bizarre, honnêtement, hein. Mais les réponses... Me demandez pas ce que j'avais mangé ou fumé avant. Alors, ça commence tout par le conte. Oui. Le contraire de vous. Vous avez mangé ou fumé quoi? Je ne sais pas. Débrouillez-vous. Moi, je pose des questions, vous répondez. D'accord. Le contraire de vous. Le contraire de moi, un directeur de multinationale. D'accord. Donc vous, il y a un côté encore artisanal, alors que vous revendiquez à fond. Les grands de ce monde qui nous dirigent, les directeurs... Non. C'est pas votre truc? Non. Le contrat que vous regrettez d'avoir refusé? C'est vraiment très tiré par les cheveux, capillotracté, mais il a un truc avec les cheveux, Patrice Lecomte, il faut savoir, notamment les filles aux cheveux courts. Capillaire. Si vous avez, un cinéaste capillaire qui demande à ses actrices de se coiffer vraiment de manière à la Hitchcock, quoi, très particulière. Alors, le contrat... Le contrat que vous regrettez d'avoir refusé, Patrice Lecomte? Il n'y en a pas, non. C'est vrai? Non, il y a des contrats que j'aurais préféré refuser, mais... Ah mince. Mais oui, il y a des films que j'aurais préféré ne pas faire. Il y a des non, mais il y a des vrais regrets alors. Ah oui. Vous pouvez nous en citer un de regrets comme ça? Par exemple, il y a un film qui a été le dernier d'une espèce de série de comédie qui s'appelait Circuler, il n'y a rien à voir, avec Michel Blanc, Jane Birkin et Jacques Villeray. Et ce film-là, si je ne l'avais pas fait, ça n'aurait pas été grave, quoi. Oui, c'est au début, ça, de votre carrière. Vous n'étiez même pas né. D'accord. Le continent qui vous éblouit? L'extrême-orient. Mais parce que? Parce que vous avez beaucoup voyagé, vous, donc. Oui, j'ai fait... Non, mais c'est pas bien de répondre ça, parce que l'Amérique du Sud, ça m'enchante. Non, mais j'ai souvent eu des destinations vers l'Asie ou l'Extrême-Orient, et j'ai tout le temps ouvert les yeux sur des mondes, des gens, des émotions, des trucs formidables. Alors là, j'ai un peu triché. On va dire que c'est mais en fait, c'est là. La contusion qui saigne encore. La contusion qui saigne encore? Ouais. Ah oui, qu'est-ce qui... Enfin, contusion, le mot est violent, mais ce qui saigne encore... Enfin, ce qui saigne... Non, ce qui me préoccupe encore, c'est enfin, bon... Allez... Pouf, vous ferez le tri. C'est que, en tant qu'ancien gros, je continue à faire attention à mon poids.
C'est-à-dire que ça, c'était dans votre livre précédent. Je sais, mais oui, mais je vais pas inventer un truc nouveau à chaque fois non plus. Ouais. Mais l'idée d'avoir été gros, il y a longtemps, d'accord. Donc, il y a un gros petit garçon. Oui, cette idée-là, ce souvenir-là, ne me quitte pas. C'est très curieux, alors que, bon, ça va, mais... et je fais attention à ce que je mange, et je monte sur un pèse-personne tous les matins, enfin, c'est... Vous en aviez fait le personnage principal de votre roman précédent. Oui, c'est juste, ouais. Oui. Voilà. Un peu, enfin, oui, entre autres choses. Oui. Ouais. Et je revois des images que j'ai vues en préparant cette émission, où du temps où vous avez été dessinateur, enfin illustrateur de bande dessinée, vous étiez avec tous ces grands, notamment Gottlieb, qui vous a fait entrer dans le milieu. Ça a duré quelques années, vous étiez au journal Pilote. J'ai vu des images de vous à l'époque, effectivement, on ne vous reconnaît pas du tout, hein. Non, mais oui, parce que j'ai été gros quand j'étais enfant. On m'appelait Babar, j'étais un petit gros rigolo. Ça laisse des traces, ça. Oui, bien sûr. Et puis après, adolescence, les filles, machin, les filles n'aiment pas les gros, donc je vais arrêter d'être gros. Donc, oui, tant qu'à faire. Un petit peu de volonté, et c'est pas très compliqué d'arrêter. J'étais pas difforme, hein, j'étais pas obèse, mais enfin j'étais gros, quoi. Je fais partie des gros. Et puis après, effectivement, je suis redevenu un petit peu rond après mon mariage. Et puis je trouvais que c'était un laisser-aller navrant. Allez, dernière question. Le contact que vous aimeriez avoir, la personne que vous aimeriez rencontrer, que vous n'avez pas encore rencontrée. J'aurais aimé rencontrer Groucho Marx, c'est trop tard. Ça, c'est un mensonge. Hein? Ah, c'est un mensonge total. Vous le dites dans votre livre. Vous auriez pu le rencontrer. Il est venu en France alors qu'il était âgé et vous n'y êtes pas allé. C'est comme Raymond Queneau, que vous admirez par-dessus tout. Vous auriez pu le rencontrer et vous ne l'avez pas fait. Et vous dites même, j'étais soulagée quand ils sont morts. Comme ça, j'étais plus obligée de les rencontrer. C'est-à-dire que il ne faut pas dire des choses comme ça à des journalistes qui lisent les livres. Hein. Oui, mais c'était juste pour savoir si l'émission était bien préparée. Je crois qu'elle l'est très bien. Bon, voilà, donc ça, c'est fait. Demander une augmentation, c'est l'émission la mieux préparée que j'ai faite depuis très longtemps. Donc Groucho Marx quand même. Non, mais des fois, mais non, quoi. Non, alors, genre, mais il m'est arrivé de rencontrer des gens que j'admire énormément. On se trouve bête devant eux. Oui, je pense que la fois où j'ai été le plus... Enfin, où je me suis trouvé le plus con, quoi, c'était devant les frères Cohen. Ah. J'ai beaucoup d'admiration pour ces deux-là, évidemment. Joël et Ethan Cohen, bien sûr. Et j'étais à Hollywood, à Los Angeles pour les Oscars. Pour Ridicule. Quand Ridicule a été sélectionné meilleur film étranger, que vous auriez dû l'avoir, que vous ne l'avez pas eu. On a tous oublié le film qu'il a eu, d'ailleurs, entre-temps. Oui, bien sûr. Et dans une espèce de grand brunch, un dimanche matin, organisé par Universal, il y avait les frères Cohen avec toutes les femmes, enfants, ils sont 18, quoi. Et ils sont à l'autre bout de la pièce. C'est la famille Cohen, je me dis, je ne peux pas être dans la même pièce que ces gens-là sans aller leur dire que je les aime, quoi. Alors j'ai pris une coupe de champagne et j'ai traversé et je suis allé leur dire dans mon anglais, mais qui fonctionnait à peu près, je leur ai dit que j'étais cinéaste français, que j'avais une admiration folle pour leur travail. Et je fais, OK. Puis ils ont regardé ailleurs. C'est décevant, hein. Et moi, je suis retrouvé... Moi, je ne ferais jamais ça à quelqu'un qui me dirait quelque chose d'aussi gentil. D'ailleurs, ça m'arrive que des gens ou même, je n'ai pas un visage forcément connu, mais on peut, dans la rue, dans le métro, dans des lieux comme ça, où des gens me disent « Vous êtes Patrice Lecomte, merci beaucoup pour les films que vous avez faits. » Vous vous souvenez comment on s'est rencontrés, nous ? Je vous ai appelé, je voulais vous inviter dans VIP. Vous m'avez dit, j'ai pas le temps. Vous étiez en montage, je ne sais plus quel film. J'ai dit, vous n'avez pas le temps, d'accord, juste vous dire, j'ai adoré Félix et Lola. Comme film, c'était avec Charlotte Gainsbourg et Philippe Torreton. Vous m'avez dit, OK, je viens. Non, mais comme quoi. Parce que vous étiez la seule à avoir aimé ce film. C'était moi. Il y a quelque temps, il y a une dame très gentille, une petite dame, un peu comme une petite dame d'un dessin de Sampé, que je crois sur le passage shooté, elle me dit « Oh, vous êtes Monsieur Lecomte. Ça me fait plaisir. Je voulais vous dire, j'ai pas raté un seul de vos films. » Et je lui ai dit « C'est pas comme moi, madame. » C'est très joli comme réponse. Mais c'était vrai d'ailleurs. C'est très joli. Il y a un raté quand même total dans ce livre, je voudrais quand même le dire, il y a un mot que vous avez un peu oublié. Qu'est-ce que vous avez mis à la place d'ailleurs ? Tiens, je vais aller voir. À quelle lettre ? J'essaie de À la lettre D. D ? Comme Dancourt. Alors non. Mais pour qui est-ce qu'on Ce serait vraiment avoir un énorme ego. Ah oui, dessinateur, oui, ça le justifiait. Non, mais je trouve ça étonnant d'évoquer toute une vie sans parler du tout de Dieu ou de religion, quel que soit le... Mais c'est quand même une dimension de la vie. Vous parlez de politique, le V, c'est vote. Oui, vous parlez de politique, vous parlez de pas mal de dimensions. C'est marrant quand même, la dimension religieuse n'est pas du tout dedans. Ça veut dire qu'elle n'est pas dans votre vie ?
Non, mais elle est dans ma vie, mais elle est dans ma vie d'une manière embarrassante, parce que mais on en a déjà parlé ensemble, mais bon, en vitesse. C'était en 2004, Patrice, vous m'en rappelez un petit peu. Je m'en souviens. Mais moi, il y a d'autres choses dont je me souviens. Alors, allons-y. Et non, mais je sais qu'on a déjà eu cette conversation, mais j'ai eu une éducation religieuse, j'ai eu tous les sacrements, le baptême, les communions, confirmation, enfin, j'ai été enfant de chœur, enfin, j'ai vraiment beaucoup donné, mais je dis ça sans amertume. Parce que vous avez beaucoup reçu. Oui, j'ai reçu, enfin je crois. Et quand je suis devenu un grand garçon, ou un prétendu adulte, et quand j'assistais à la débâcle du monde, de tout ce qui tourne pas rond, je n'arrivais pas, et je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi Dieu, s'il existe, laisse faire tout ça. Et je sais, on en avait parlé ensemble et vous m'aviez dit, mais c'est parce que Dieu est amour et laisse les hommes se démerder. Ah oui, j'ai bien dû dire un truc comme ça, oui. Mais ce n'était pas les mots exacts, mais c'était ça. Et moi, j'ai du mal à admettre ça. Parce qu'il y a des dysfonctionnements sur cette planète qui sont tellement intolérables que nous, on peut faire le maximum, mais on ne peut pas tout faire, quoi. Et puis on en revient à cette valeur or, le respect d'autrui. Le respect d'autrui. Imaginez, fermez les yeux 2 secondes et imaginez que sur cette planète, tous les habitants, même les animaux, pourquoi pas, que tous les habitants respectent autrui. Il n'y aurait plus personne ne dormirait dans la rue chez nous, il n'y aurait plus de guerre, il n'y aurait plus de famine. Vous savez comment ça s'appelle ? Non. Le paradis. Non. Le paradis sur Terre. Oui, mais ça pourrait s'appeler la Terre aussi, quoi. Ah ben, je suis bien d'accord. Mais le paradis sur Terre, parce que le respect d'autrui, c'est pas une espèce de vision de bisounours, etc. Mon Dieu, c'est le palais de Dame Tartine. C'est pas ça, c'est simplement... Mais ça, alors, pour le coup, c'est quelque chose qu'on peut tous appliquer. Parce que, non pas pour donner l'exemple, mais simplement pour se comporter d'une manière à peu près digne, vis-à-vis d'autrui, donc d'éliminer toute forme d'égoïsme, enfin le plus possible en tout cas, de ne pas vivre pour soi, mais de ne pas vivre que pour les autres, mais de vivre en bonne intelligence, en respectant. Mais il y a beaucoup de gens comme ça, il y a beaucoup de gens bien, en bien réalité. Sûr, heureusement, voilà. Vous vous rendez compte, si la Terre était peuplée que d'enfoirés, ce serait... D'ailleurs, je dis au passage que ça me revient à l'instant, mais on soutient la même association, la même ONG, tous les deux, le projet Imagine de Frédéric Bedos. Et je sais que vous faites partie des parrains et qui met en valeur tous ces gens bien, justement. Bien sûr, mais les gens bien existent et sont nombreux, heureusement, évidemment. Et nous en faisons partie. J'espère bien. J'espère aussi, oui. Je vis un drame personnel, il nous reste plus que 2 minutes sur cette émission. Comment ça oui. Je vous ai dit qu'on n'arriverait jamais à occuper les 52 minutes. Il m'a dit ça au début d'émission, mais qu'est-ce qu'on va dire pendant 52 minutes ? Moi, ma question, c'est comment on fait surtout pour essayer de dire au maximum en 52 minutes, mais on ne peut jamais, bien sûr. Alors, ça, c'est une petite nouveauté dans l'émission, c'est le livre d'or. Vous le remplissez en direct, en fait. Et après, vous nous lirez... Vous pouvez faire des dessins, d'ailleurs. En même temps, dans votre livre, vous nous racontez... Je vous laisse faire, Patrice. Vous nous racontez que le dessin, c'est derrière vous, la BD, c'est derrière vous, et que ça fait longtemps que vous n'avez pas décidé. Voilà, donc séquence livre d'or. Le livret d'or, mais la parole est d'argent. Donc pendant que Patrice nous écrit un petit mot, non, c'est un dessin. J'ai cru que vous alliez dire le livre d'or, ne le réveillons pas, mais non. Ça n'aurait pas été de moi, ça c'est de quelqu'un d'autre. Patrice Lecomte, le dictionnaire de ma vie, c'est donc une collection de dictionnaires réalisés avec François Vey, que l'on salue au passage, et c'est chez Kéro. Donc il y a 26 mots puisqu'il y a 26 lettres. Je vous laisserai découvrir les autres. Et puis avec quelques très très belles entrées assez inattendues, comme toute la vie de Patrice Lecomte. Et alors là, Patrice est en train de nous faire un dessin. Moi, je ne sais pas dessiner, hein, donc quoi que vous fassiez, ça va m'épater. Moi non plus, dit-il, alors qu'il a dessiné un pilote pendant des années, avec les plus grands. Alors, qu'est-ce que c'est que ce petit bonhomme ? C'est vous, ça ? Bah oui, il y a des lunettes. C'est un autoportrait hâtif. C'est un autoportrait ? Waouh ! Voilà, Patrice est en train d'écrire. Alors, il ne nous l'a pas dit, mais moi je vais vous le dire, il est actuellement en préparation d'un film et monsieur va réaliser le tout dernier film d'Alain Delon, à la demande d'Alain Delon, qui lui avait demandé cela en direct dans une émission de Laurent Delahousse, en lui disant « Patrice, mon dernier film, je veux que ce soit avec toi.
quand on a une telle commande, c'est une charge sur les épaules. Il faut pouvoir y répondre. Visiblement, la réponse est faite puisque vous allez tourner cet été. Alain Delon et Juliette Binoche dans le tout dernier film d'Alain Delon. Ça va être un truc un peu émouvant, ça quand même, Patrice, de se dire je vais faire le dernier film d'un grand acteur comme Alain Delon. C'est surtout émouvant pour lui. Hein. Ouais. Non, mais on voit qu'il est assez déprimé en ce moment, il ne le cache pas. Donc, Oui, il a plus le goût à la vie, il faut qu'on se dépêche de tourner. Il va falloir vous dépêcher de tourner pour lui redonner goût à la vie un petit peu, hein, Oui. à cet homme-là. Cela dit, est-ce que ça pourrait lancer le film? Non, je plaisante. C'est horrible. Je sais. Mais j'adore cet humour. Qu'est-ce que vous avez écrit? 18 janvier 2018. Ah non, avant, j'ai mis décidément, c'est parfait d'être ici. Merci Emmanuel, des baisers, Patrice Lecomte. Ah, je vais vous montrer votre petit dessin. Bon, on le voit très bien, votre petit dessin. Notre caméra hélicoptère, je sais que ça s'appelle pas comme ça, mais j'appelle ça une caméra hélicoptère. Merci infiniment. Drone. Qu'est-ce que je vous souhaite? Je vous souhaite de réussir. J'ai entendu, j'ai cru que vous alliez dire qu'est-ce que je vous sers? Non, qu'est-ce que je vous souhaite? Un très beau film avec Alain Delon et Juliette Binoche. Oui. De monter cette pièce de théâtre que vous venez d'écrire. Et qu'elle puisse se faire. Et puis je vous souhaite de faire ce projet musical avec Laurent Ruquier sur Groucho Marx. Ah, ce serait plus que marrant, ce serait formidable. Mais on se dit au revoir ou vous continuez votre petit dessin là, Patrice? Je sais pas, dites au revoir, puis j'arrête. Au revoir Patrice. Au revoir Emmanuel, merci beaucoup. Merci.